Bonjour, vous êtes épatant. C'est l'heure d'été, 1 heure de moins de sommeil et néanmoins, vous êtes là. Merci beaucoup. Qui est notre invité ce matin? Il y a des bonnes odeurs sur ce plateau, il y a des bonnes ondes. Il nous vient de... Allez, je vous donne un indice, il nous vient de Roanne. Bon, je ne vous en dis pas plus. La semaine dernière, c'était l'imitateur Michael Gregorio qui était avec nous. Et puis le lendemain, c'était Isabelle Mergo. Il a 1000 voix, il remplit toutes les salles et notamment Bercy. Bonjour Michael Gregorio. Bonjour. À quand remonte votre goût pour l'imitation? En fait, moi, j'ai commencé vraiment par le théâtre. Et au théâtre, j'ai pris conscience que je pouvais modifier ma voix, jouer avec elle. I need you so, I won't let you go. Qu'est-ce que c'est une imitation réussie pour vous? Pour moi, ça n'existe Pas. pas. C'est-à-dire que c'est une imitation réussie, c'est vous qui le dites. Vous prenez deux personnes assises l'une à côté de l'autre au spectacle, il y a une des personnes qui va dire oh, « c'est formidable, j'ai été ému », puis la personne d'à côté, pourtant qui aura vu la même chose, n'aura pas reçu la même chose, et va peut-être passer à côté, va trouver ça moyen, pas réussi, va pas se reconnaître dans l'artiste. Il y a une espèce de subjectivité qui rend le truc assez attrayant. She asked me to stay and she told me to sit anywhere. Vous avez fait la première partie de Céline Dion. Vous avez eu l'occasion vraiment de vous entretenir avec elle? Elle m'a beaucoup impressionné. Après, elle était accessible. C'est moi qui n'ai pas forcément osé aller vers elle quand on se croisait sur les répétitions. C'est encore le timide on là, était, qui parle. oui, Ouais, et puis voilà. ouais. Honnêtement, j'ai pris une claque. Je savais que c'était une très très grande chanteuse. J'ai compris le sens du mot star. You are so beautiful to me. La scène, elle érotise ou pas? Je sais pas si c'est érotique, mais en tout cas, forcément, il y a de la lumière, donc je pense que chez certaines personnes, ça marche, quoi. Bon, je reçois des courriers parfois, effectivement, assez chelous, quand même. Can't you see? You're everything I want. La dernière fois que vous vous êtes dit, ce n'est plus de mon âge. Quand j'ai voulu escalader un balcon d'un théâtre, porté par les gens, et ça s'est pas bien fini, en fait. Un tue-l'amour rédhibitoire. Tu me fais Ray Charles? Isabelle Mergo, bonjour. Vous avez été une jeune fille, en fait, rebelle, un petit peu quand même, non? J'ai jamais aimé qu'on me dise ce qu'il fallait que je fasse. Ça. Et puis surtout, quand j'étais petite, j'étais très complexée, très timide. J'étais un peu grosse, j'étais rondouillarde. Bon, je me suis mis à grandir d'un coup. Et j'ai vu, mais quasi du jour au lendemain, petite bombasse, le ventre plat, des jolis petits seins, les petites fesses rebondies. Je me suis dit, waouh, que c'est mignon ça. D'un seul coup, je me suis aimée. Est-ce que vous avez connu des castings de réalisateurs un peu pervers? Le droit de cuissage et tout, oui. Et quand vous avez une vingtaine d'années, vous êtes perdu, vous savez pas quoi faire. Oui. Il y a même eu un mec qui a été en tôle d'ailleurs pour ça. Oui. C'est-à-dire que vous l'avez dénoncé ensuite? Bah oui, et puis après on s'est aperçu que je n'étais pas la seule, et ça n'a pas été jusqu'au viol, mais oui, tous les hommes sont pas pervers, mais tous les pervers sont des hommes. Et aujourd'hui, vous sauriez réagir? Bah aujourd'hui j'ai pris un coup de vieux, donc il y a moins... C'est marrant, plus je vieillis, moins il y a de pervers. Je voudrais passer l'océan, croiser le vol d'un goéland, mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Qu'est-ce que vous auriez aimé dire à votre père? D'être là plus. Il travaillait énormément, il était chirurgien, et puis il a eu un Alzheimer très très jeune, et donc il est encore parti. Et dans quels instants de la vie vous manque le plus? Quand je suis sur scène, il aurait été tellement fier. Parce que la famille ne soutient pas, enfin la mienne, s'en fout un peu de ce que je fais, mais mon père, non, lui, il aurait été fier. Avec qui vous rêveriez d'être coincé dans un ascenseur? Bah, avec un dépanneur d'ascenseur. Je m'en foutrais d'avoir Georges Clooney ou n'importe qui. J'ai la hantise Claustro. des... Ah là là. La dernière fois que vous avez pleuré? J'étais avec ma fille, on regardait les étoiles, et puis elle me disait que... Elle aimerait bien avoir 2 ans, et puis elle s'est mise à pleurer, et l'avoir pleuré m'a fait pleurer. C'est une grande sensible, Isabelle. Bonjour, qui est là? Tout d'abord, quelle est votre profession, s'il vous plaît? Cuisinier. Votre situation familiale?
marié, 3 enfants. Est-ce que vous avez une obsession dans la vie? Écoutez, je crois pas, ou alors j'en ai plein, peut-être les chaussures brillantes. Et votre devise? Ma devise, elle est de Woody Allen. Seul l'avenir m'intéresse, car je pense y passer la plus grande partie de mon temps. Votre prénom et votre nom? Michel Troisgros. Bonjour Michel Troisgros. Bonjour. Vous venez me rejoindre? Michel Troisgros, c'est l'un des plus grands chefs du monde. Il appartient à une dynastie de chefs. Bonjour Michel. Bonjour. Comment va Roanne? Super bien. Super bien. Ouche, à côté de Roanne. Eh oui, maintenant. parce que voilà, c'est ça. C'est pourquoi vous êtes là d'ailleurs. Grand événement. Vous avez quitté Roanne. Vous avez parcouru quoi, 7 kilomètres? Oui, très loin. Je vois ça. Vous êtes décentralisé, vous êtes aujourd'hui C'est ça. à Ouche, effectivement, et on retrouve la dynastie Troisgros. Alors bien sûr, on va évoquer cet événement qui est national, même international, hein, parce qu'on vous suit hein, dans le landerneau gastronomique. J'ai omis de vous dire évidemment que Alban de la Simone va être avec nous tout à l'heure. Il va venir aussi nous interpréter un titre et puis on aura une petite conversation ensemble. Je sais que vous êtes très très intéressé par tout ce qui est art, notamment art plastique, mais sa musique est particulièrement belle. Est-ce que vous vous souvenez, Michel, de vos dimanches? Ah oui. Est-ce que c'était De un ma jour jeunesse, particulier? Oui. Quand j'étais petit, c'était le jour des gnocchis. C'est le jour où ma grand-mère italienne, Annute Forte, où j'ai grandi, beaucoup plus qu'au restaurant, préparait les gnocchis. Donc toute la matinée était assez extraordinaire. Alors évidemment, moi, je n'attaquais pas du début, puisque ma grand-mère attaquait avec au lever du soleil. Mais voilà, les pommes de terre, les œufs, la C'était les plats du farine et la dimanche. réalisation. Voilà, tous les dimanches midi, on mangeait gnocchi à la sauce Qui tomate. sont-ils? Elle, c'est Marie Troisgros et Jean-Baptiste Troisgros, les fondateurs de l'hôtel-restaurant des Platanes au tout départ, qui devient hôtel moderne, et puis après les frères Troisgros. Si on compte bien, ça va faire 4 générations. Moi, je suis la 3e avec mon fils César et Léo, c'est la 4e génération. C'est en ça, effet, qui voilà. arrive, Parce qu'ils viennent Ouais. rejoindre leurs parents. Oui, Ouais. absolument. Et ça ouais, fait c'est extrêmement merveilleux. plaisir. On vous a tous rencontrés, on s'est rendu évidemment sur place, on a vu le lieu. Pas mal, hein? Pas mal. Bon, c'est un gros pari quand même, hein? Parce que c'est quand même beaucoup de sous. C'est un Oui. investissement très Oui. important, hein, 8 Oui. millions, hein, C'est ça. bien sûr. Donc Oui. il faut évidemment rentabiliser. On ne va pas parler Oui. tout de suite gros sous, parce qu'on pourrait se fâcher, ce serait dommage. Quel enfant vous étiez, vous, Michel? Écoutez, j'étais un enfant de la balle, c'est-à-dire que j'ai grandi vraiment dans l'ambiance des cuisines. Donc jusqu'à l'âge de 10-11 ans, au-dessus de la cuisine, dans le restaurant familial. Évidemment, mon père et ma mère étaient très occupés par l'activité, les clients. J'ai grandi au milieu des clients en même temps. Donc j'ai été très jeune habitué à cette ambiance où vie privée et vie publique étaient mêlées. Alors on était toute une famille, hein. Je n'étais pas le seul, j'ai un frère aîné, Claude, j'ai une sœur, Anne-Marie. Il y a même du côté de Jean, il y avait Georges et Catherine. Donc voilà, on a tous grandi ensemble. Il y avait très peu de chambres au milieu de ça pour les clients. Et les clients étaient comme des privilégiés qui étaient invités dans une famille. Voilà, donc cette ambiance m'a convenu puisque j'ai choisi le métier des années plus tard. Troisgros, c'est quand même un patronyme difficile à porter, non? Ça, c'était à l'école hôtelière et ça a été dans mes années d'apprentissage, en effet, où on m'attendait au virage. Être le fils Troisgros, lorsqu'on arrive dans une équipe nouvelle, en effet, j'étais un peu attendu au coin du bois, quoi. J'étais guetté, on attendait de moi plus qu'un cuisinier inconnu. Est-ce que vous avez connu, vous, une période ado de rébellion? Non, non, j'ai pas eu ça, non. Non, j'ai été un peu fêtard, Ah. mais c'est pas, voilà, j'en ai profité, mais j'étais pas rebelle. du tout. Qu'est-ce que ça évoque, Non. ceci? Ça, c'est quand? Vous avez 15 ans? Vous avez quel âge? Vous faites la Ah, fête? À plusieurs moments, parce que je suis nostalgique aujourd'hui des Rolling Stones que j'ai écoutés quand j'avais en effet entre 15 et 20 ans. J'étais un fan des Rolling Stones. Mais c'est aussi aujourd'hui, parce que de ma génération, on est des copains qui avons les Rolling Stones, évidemment, comme
comme idole. Donc aujourd'hui, on se remet, enfin c'est pas qu'on se remet à l'écouter, mais il y a des grandes fêtes comme ça, et c'est comme si c'était un morceau qui me collait à la peau. Souvent, pour me faire plaisir, lors d'une soirée, on m'envoie Sympathy for the Devil, parce que c'est un morceau pour moi qui m'a marqué. Quoi. Ouais. Voilà. Et vous dansez dessus? Ah ouais, je fais un peu le fou dessus, oui. Vous auriez pu apprendre en fait votre métier tout simplement en restant évidemment dans le restaurant familial. Et puis non, parce que vous êtes un perfectionniste. Je pense aussi que vos parents vous ont aidé à aller voir ce qui se passait ailleurs. C'est nécessaire de passer par une école pour être un grand chef comme vous? C'est nécessaire de passer par des écoles. J'ai tourné pendant une dizaine d'années. Ça a commencé chez Freddy Girardet, qui était un grand chef à Crissier, près de Lausanne. Après, je suis allé au Taïwan à Paris, puis au Comme Chez Soi à Bruxelles, au Connaught Hotel à Londres. Mais qu'est-ce chez que vous Michel avez Guérard. appris que vous ne saviez pas? Tout. Je ne savais pas grand-chose. Je savais équeuter des épinards, de l'oseille, des haricots verts, faire un gratin dauphinois, faire les gnocchis de tomates avec ma grand-mère. Mais je ne savais pas grand-chose des techniques de la cuisine française. Parce que mon père, comme mon oncle, étaient déjà des auteurs. Donc, il me fallait apprendre des bases différentes. Puis on apprend tellement mieux ailleurs que chez soi. C'est très difficile d'avoir son père comme formateur. Il faut vraiment faire ce tour de France et bien au-delà, ce tour du monde, qu'ont fait mes enfants aussi, hein, les deux, César et Léo, pour en effet rentrer ou ne pas rentrer d'ailleurs à la maison et avoir comme bagage cette multitude, cette diversité à la fois de styles, de pensées et de rencontres. C'est là aussi que vous avez rencontré votre femme. Oui, Oui. Marie-Pierre. Marie-Pierre, qui est toujours évidemment à vos côtés. Est-ce que vous vous souvenez, vous, de votre première rencontre, tous les deux? C'était à l'école hôtelière. On s'est vus dès la première année à Grenoble parce qu'on était dans la même classe. Mais ça n'est que la troisième année que voilà, nous sommes réellement, on pourrait dire, mis ensemble. Qu'est-ce qui vous a plu en elle? Son intelligence, ses yeux, son ambition. Voilà, et puis après on tombe amoureux. Quand on tombe amoureux, on tombe amoureux. Hein, voilà. Alors, si on ne connaît pas Marie-Pierre, on ne connaît pas Michel. Il faut le savoir, c'est une entité, le couple. Beaucoup de vos amis le disent. Votre portrait par Philippe Goeppers. Vous pensez faire quoi, putain? Cuisinier. Impensable de faire autre chose chez les Trois Gros, où l'on est chef de père en fils depuis 4 générations. Ça se passe de commentaires. Dans la famille Trois Gros, il y a d'abord Marie et Jean-Baptiste, les grands-parents, qui en 1930 reprennent cet hôtel à Roanne et placent leurs 2 fils en cuisine. Ça mérite une Marseillaise, ça, quand même. Hein. Dans la famille Trois Gros, il y a ensuite Pierre, le père de Michel, tombé très jeune dans la marmite. Il y a eu une sorte de lavage de cerveau permanent qui nous ont amenés à choisir ce métier. Un métier que son frère Jean a lui aussi été forcé de choisir. Mon père me l'a imposé. Mon père a dit tu seras cuisinier avec mon frère. Bon, on est cuisinier. Pierre et Jean, les célèbres frères Trois Gros. 3 étoiles au guide Michelin en 68. Meilleur resto du monde selon Goemio. Michel n'a alors que 10 ans et déjà de la bouteille. C'est café des crevisses au chou chinois, ça tient? Oui, chef, et même qu'elles sont encore vivantes. Dans la famille Trois Gros, voici donc Michel qui tente à son tour de bousculer son père. Non, c'est plutôt lui qui me bouscule. Pas facile de se faire un prénom dans cette dynastie et d'échapper au poids de l'héritage familial. Exemple, le fameux saumon à l'oseille qui a fait la gloire de la maison. C'est mon boulet. J'en ai eu ras le pompon. Je veux dire, le saumon à l'oseille, je l'avais trop vu. Alors pour s'émanciper, il revisite la recette, ouvre un bistrot-épicerie et utilise de nouvelles saveurs acidulées. Quand le palais tombe là-dessus, c'est l'éclair, quoi. C'est la foudre. Waouh! Dans la famille Trois Gros, je demande Claude, le frère de Michel, exilé à Rio, l'un des meilleurs chefs d'Amérique latine, qui a mis le feu à la cuisine brésilienne. Si tu vas à Rio, n'oublie pas d'aller chez Trois Gros. Dans la famille Trois Gros, il y a bien sûr Marie-Pierre, l'épouse de Michel, l'âme de leur nouvelle maison de famille, à 7 km de Roanne. On a eu une envie de campagne pour nous, pour nos clients, et puis parce qu'on a 2 garçons qui suivent. Et oui, il faut désormais compter avec César, 30 ans, et Léo, 24 ans, les nouveaux frères Trois Gros, qui se préparent à reprendre le flambeau de la dynastie familiale. Comment vous êtes parvenu, vous, justement, à imposer votre style par rapport à votre père? Avec le temps
Et peut-être parce que je n'ai pas cherché à l'imposer. Peut-être pour suivre l'exemple aussi, puisque lui-même était différent de son père. Il y a bien eu une évolution dans les années 70. Soit c'était à deux, puisqu'il y avait Jean et Pierre. Et nous aussi, c'était à deux, c'était avec Marie-Pierre. Parce que j'ai toujours été épaulé par Marie-Pierre dans mes prises de décision. Elle m'a toujours aidé à transcender, on pourrait dire, la tradition. Aller au-delà de ce que la clientèle habituée pouvait demander. Vous avez un attrait particulier pour l'acidulé, hein. Ça c'est votre marque de fabrique. Hein. Ça vient d'où, oui. ça? Ça vient du père, bourguignon, le vinaigre, la moutarde, le cassis en Bourgogne, et d'une mère italienne, plutôt les agrumes. Oui, les agrumes, le piquant un peu de l'Italie, l'amertume aussi un peu, qui est, on pourrait dire, un dérivé de l'acidité, jamais très loin. Voilà, ce monde-là de l'Italie, le café, le cacao, l'huile d'olive, voilà, ces pointes d'acidité. Donc j'ai grandi entre ces deux mondes qui m'ont apporté un palais, qui m'ont fait un palais qui naturellement aujourd'hui a un penchant acide. C'est ma façon d'assaisonner. C'est pas un concept, hein. C'est pas pour faire acide, c'est réellement parce que l'acidité est en moi et que j'en ai besoin pour l'équilibre de mon assiette, de mes goûts. 3 étoiles, évidemment, c'est le Graal, mais il faut savoir les garder. Est-ce que vous avez connu des périodes de pression, voire même de dépression, comme certains chefs? De pression, on en a toujours un petit peu, parce que c'est jamais fini. Lorsque on est complimenté, eh bien, il faut immédiatement se remettre en cause. Des périodes de pression, oui, notamment au tout début, dans les années 95, quand avec Marie-Pierre, on est seul avec cette maison Trois Gros qu'on connaissait bien, puisqu'avant cela, il y a eu une dizaine d'années accompagné avec mon papa. Mais oui, à ce moment-là, on était guettés. Et puis non seulement on était guettés, critiqués, mais en plus, ça ne pouvait pas être aussi bien. C'était impossible que après un tel cuisinier, de tels cuisiniers, le gamin, les jeunes, soient aussi bons. Donc il nous a fallu beaucoup de patience pour pour convaincre et exister par vous-même. Est-ce qu'il vous est même arrivé de vouloir rendre votre tablier? Il y a eu des moments de doute. Il y a eu des moments où, en effet, c'était un peu long, où on a pensé avec Marie-Pierre que c'était cette maison derrière l'histoire, quoi, au fil de l'histoire et après l'histoire qu'elle avait eue. C'était impossible, oui, on doutait que c'était possible, en tout cas, de la maintenir. Ouais, on a douté parce qu'on était, justement, exposé à la critique. Alors, à deux, quand même, c'est plus facile, non? Il y en avait un pour soutenir l'autre en permanence. De surmonter ces Marie-Pierre, aléas. elle est tenace, hein, là-dessus, elle est tenace, voilà. Alors, il est vrai qu'il y a beaucoup d'émissions aujourd'hui culinaires. Vous, il paraît que vous avez refusé d'y participer. À quelle émission culinaire? Top Chef ou... Oui, j'ai refusé, oui. Ah bah, vous êtes bien informé. Et pour quelle raison? Parce que d'abord, il faut passer, je crois, un mois de tournage à Paris et que je ne peux pas quitter mon restaurant. C'est chronophage. Voilà. Okay. Et puis parce que je pense que c'est très scénarisé et que je pense qu'on s'éloigne de la vérité de la cuisine. Voilà, j'ai un regard peut-être un peu critique là-dessus, mais je pense que quand je regarde ce qui s'y passe, j'ai l'impression d'une tromperie. À ce point-là? Oui. Ah oui. C'est pas comme ça que ça se passe dans les cuisines. On court jamais dans une cuisine. Jamais. Il n'y a pas de chronomètre dans une cuisine. Il faut être prêt. Depuis début février, maintenant, vous êtes donc à Ouche. C'est un vaste domaine, 17 hectares. Vous y pensiez déjà depuis très longtemps, même des années 90. Hein. C'est vrai que ça vous a décidé, puisque ce lieu était à vendre, ça vous a décidé à faire le pas. Hein. Après 87 ans passés donc, à Roanne, pas vous, mais la famille, vous avez ressenti une tristesse en quittant ce lieu? Écoutez, j'ai pas eu le temps. Ah bon, non, j'ai pas eu le temps parce qu'on a été happé par le projet, et un projet vraiment, fascinant, extraordinaire. Et puis aussi parce que je m'y étais vraiment bien préparé. Des mois à l'avance déjà, j'ai pensé à ces derniers jours, à ce dernier mois, de cette façon
Est-ce que j'étais pas en train de vraiment de faire une connerie, tout ça, je l'ai vraiment mis à l'épreuve bien avant que ça arrive. Et du coup, quand on a fermé, le 1er janvier 2017, c'était plutôt tous ensemble une petite fête. Voilà, une petite fête pour tout ce qui a été dans cette maison. Vous avez coupé le cordon, on vous a retrouvé donc chez vous, nouvellement chez vous, dans cet établissement, avec Marie-Pierre, bien sûr. Et avant cela, direction le marché de Roanne. C'est là, bien sûr, où sont les meilleurs producteurs, en compagnie de vos deux filles, César et Léo. Et c'est Philippe Aiguepers et Julien Heurtier qui vous ont accompagnés. Bienvenue sur le marché de Roanne. Alors là, il y a donc Léo, c'est mon fils, César est par là, son frère. C'est important pour nous de voir, de se nourrir, de saisir ce qui se passe et non pas être seulement dans sa cuisine, à être livré. 2,70 s'il vous plaît. Ça vous vient comment l'idée d'un plat? La vue, le regard, être attentif, croquer, mais là j'ose pas. Sucré, acidulé, très ferme. Oh, elle est bonne. Très bonne. Délice d'or. On fait comment pour ne pas grossir quand on goûte toute la Je mange journée? des pommes. C'est mon rêve de perdre du poids. J'y arrive pas, ça fait 30 ans que Mais on fait pas de régime en tout cas. En fait, je goûte trop. Ils me sollicitent beaucoup, César et Léo, par des essais, des expériences. C'est compliqué de s'inscrire dans une dynastie familiale comme la vôtre? Difficile, non. Parce qu'on est dedans. Mais après, faut faire ses preuves. C'est pas parce que mon père est un grand chef que je serai un grand chef. On a beau être le meilleur, peut-être le meilleur du monde, ou essayer de l'être un jour. Faut jamais oublier que les gens viennent chez nous pour passer un bon moment, pour découvrir quelque chose. Et nous, on est là pour ça. Donc il faut rester simple, il faut rester accueillant, il faut rester des petits aubergistes de province. On y va, les gars. Le marché, est-ce que c'est votre spécialité? Ah non, je la laisse à mon mari et à mes enfants, mes deux garçons. Mon truc, c'est l'aménagement d'une maison et de l'art de vivre. Alors on arrive dans la salle de restaurant que l'on a baptisée le Bois sans feuilles. Et cette salle de restaurant qui est construite en L encadre ce chêne qui a, on imagine, 150 ans. Moi, j'aime pas quand il se dirige vers l'hôtel, je vous le dis. Il va me changer les objets que j'ai mis, les vases de place et tout, donc je repasse derrière. C'est pas grave, mais ça fait 30 ans que ça dure, que c'est comme ça. Je crois que cette partie à lui, c'était uniquement la cuisine. Oh, non, pas du tout. Des fois, il aime bien se mêler de mon domaine. Par contrariété. Ici, on n'entend pas le traditionnel « oui, chef ». On n'est pas dans un camp militaire. On me répond oui, ça me suffit. Le calme, c'est la priorité. La sérénité, le calme, la concentration. Je travaille beaucoup mieux comme ça. Vous voyez, la cuisine, ça commence par ça, par l'expérience du goût. On a goûté ça, on ne peut pas l'oublier. C'est la racine de l'endive, ouais. Avec un peu d'orange, de noix et de plus de coriandre. De quoi vous êtes le plus fier ici? Des collaborateurs, des hommes qui m'entourent. Et de mes fils. Combien de personnes? 18 en cuisine. Il y a combien de femmes? Malheureusement, trop peu. Je regrette vraiment, je suis désolé de ça, mais c'est encore pas un métier qui attire suffisamment les femmes. Il est comment, votre père, en cuisine? Il est exigeant, il est rigoureux, il est curieux. Sois un peu plus haut un tout petit peu plus haut. À bientôt 60 ans, il a une énergie incroyable. Encore un peu plus, là. Il est quand même très performant. Il est même dur à suivre, des fois. Créer entre César et moi, c'est-à-dire à quatre mains, c'est assez nouveau. J'ai été pendant des années en solo. Et ben, c'est un peu comme une partie de ping-pong, c'est-à-dire que l'un renvoie la balle à l'autre. Il donne le maximum pour qu'on s'épanouisse à notre tour. J'espère un jour avoir peut-être le même sentiment avec mes enfants. Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre? Le goût du travail bien fait. Moi, je pense que quand on a ça, en esprit d'entreprise, le client est heureux. Vous l'êtes aujourd'hui? Ah oui, je le suis. Cette aventure-là, cette nouveauté-là me fait un bien fou. J'ai l'impression de vivre une nouvelle vie. Et certains chefs, Michel Troisgros, ont été égratignés pour leur méthode un petit peu dictatoriale, un peu tyrannique. Comment on peut éviter ça? Par nature, c'est ma personnalité, où je le suis devenu, peut-être un peu plus que je ne l'étais au fil du temps. Je pense que
le travail, la transmission est plus belle lorsqu'elle se fait dans la parole. Et dans la l'ordre. douceur même. Oui, une certaine douceur. Il y a une autorité aussi dans le chef. Hein. Mais en tout cas, jamais d'emballement verbal, toujours dans la réflexion. Lorsqu'il y a quelque chose qui est contrariant, et c'est souvent le cas hein, dans un service, dans le coup de feu, eh bien, ce n'est pas dans l'immédiat qu'il faut régler ses comptes avec le jeune, mais après, voilà, en face à face, calmement, laisser, voilà, avec sang froid, et l'aider, l'accompagner pour sans comprendre. humilier, c'est ça? Sans humilier. Sans humilier, ah ben là, c'est capital, sans humilier dans l'équipe, parce que quelqu'un qui est, on pourrait dire, repris violemment pendant un coup de feu, évidemment, ça fait mal, c'est blessant. Et là, généralement, le chef, d'ailleurs, perd son contrôle et ses propos sont hors même disproportionnés par rapport à l'événement. Et le jeune peut, après, vraiment être dégoûté, ça peut le dégoûter, oui. À quoi on reconnaît un plat de chez Michel Troisgros? Un peu comme la musique. Je veux dire qu'il y a d'abord peut-être l'écriture du plat, et l'écriture prend du temps. C'est-à-dire, d'abord, je voudrais dire que l'écriture, la réflexion et l'écriture d'un plat se fait sur un cahier. Et puis après, les premiers essais commencent, et puis sont goûtés, et étape par étape sont commentés, et puis recommencer, réécrit, recommencer par la pratique, regoûter, réécrit. Alors c'est partagé, c'est jamais tout à fait seul. Hein. Mais c'est un art éphémère. Oui, mais enfin c'est ce qui donne sa grandeur. En même temps, le côté, regardez, on se souvient tous de belles choses qu'on a pu avoir à un moment donné, en particulier dans l'enfance, mais même plus tard, un goût, un goût, ou un mariage de goût. C'est éphémère, mais c'est ce qui fait en même temps la beauté de la cuisine. De la cuisine. De la cuisine, oui, de la cuisine. Votre épouse, elle a pensé le lieu, elle le disait hein, dans le sujet, donc plusieurs millions de travaux, 8. Comment on rentabilise un tel investissement? Je vous le dirais, on a 15 ans pour ça, c'est ce qu'on s'était planifié. Bah, comment on fait en travaillant, quoi, maintenant, en séduisant. Il faut séduire, mais en même temps en rêvant et en étant un peu fou. Évidemment, on aurait pu rester à Roanne, on aurait pu continuer à vivre entre ces murs coincés, sans perspective pour l'avenir, aucune pour nos enfants, différente que l'état des lieux actuels. On aurait pu, voilà, ronronner, changer comme ça les plats, comme on a fait jusque-là depuis 35 ans, Marie-Pierre et moi. Mais on s'est trouvés à l'étroit, et surtout depuis que César et Léo nous ont déclaré leur flamme pour la cuisine, Marie-Pierre et moi, on a pensé qu'un nouvel endroit, avec tout ce qu'il peut nous offrir aujourd'hui comme perspective, le maraîchage, l'étang, le bois, les promenades, se nourrir de la lumière, parce qu'il y a un étang de 4 hectares. Il y a un étang de 4 hectares, voilà, c'est merveilleux. Et voilà, et toutes les perspectives à venir qui seront faites par peut-être les deux frères, ou peut-être pas, l'un ou l'autre, et ben au moins, voilà, elles sont là. Au moins, voilà, on offre un avenir. Votre fille aînée, Marion, elle a choisi une autre voie, l'équitation. Ça vous a déçu? Ah, pas du tout. Ah non, mais Marion a toujours été certaine que ce n'était pas le métier de l'hôtellerie-restauration pour elle. Elle a fait du cheval très tôt, elle était toute jeune. On ne pensait pas qu'elle allait en faire son métier. Elle a fait des études un peu prolongées. Et après, elle est revenue au cheval, mais elle est revenue au cheval comme professionnelle. C'est toute la famille là, qui est réunie là, sur la photo. C'est toute la famille, Marion, l'aînée, et puis César qui est à côté de moi, et Léo qui est encore tout petit dans les bras de sa maman. Alors, vous savez toujours, vous le savez bien sûr, quand on évoque la gastronomie, on se dit, bon, bah, pour certains, c'est pas possible, c'est réservé à l'élite, c'est réservé aux privilégiés. Alors vous faites quelque chose d'assez atypique, puisque vous proposez un menu pour les jeunes. Alors, bon, c'est 100 €, c'est vraiment une somme, mais évidemment, ça l'est beaucoup moins que pour une carte qui est autour de quoi, de 300 250, oui, 250, 300. 300, c'est ça, ouais, voilà. Pourquoi cette initiative? Je crois qu'on a été les premiers à la voir il y a déjà quelques années. C'est un grand succès, d'ailleurs. C'est parce que, d'abord, on avait des creux, des jours où la salle de restaurant
est à moitié pleine. Donc, plutôt que d'avoir des chaises vides, on s'est dit il faut ouvrir, faut ouvrir à des clients qui n'ont pas l'opportunité ou forcément des grands moyens pour faire connaissance avec notre maison. Donc voilà, c'est une porte d'entrée à 100 €, tout compris, hein, avec le vin, le café, etc. On donne la possibilité d'avoir une expérience. Au déjeuner? Alors, il y a le déjeuner en semaine et le dîner. Et pour les seniors, vous y avez pensé ou pas? Oui, c'est un petit peu plus. C'est un budget un peu plus supérieur. C'est 140 tout compris. Mais pareil, c'est un grand succès parce qu'il y a plein de personnes qui ne pensaient pas un jour pouvoir s'attabler. Et puis l'expérience est quasiment la même. Hein, est-ce qu'il y a un menu enfant? Parce qu'on imagine mal dans des établissements aussi chics, luxueux, élégants, il ne faut pas faire trop de bruit. Ils sont quand même bienvenus? Non, mais c'est pas comme ça chez nous. Chez nous, c'est beaucoup plus décontracté, beaucoup plus avenant. Oui, puis les enfants mangent en cuisine. On a une table en cuisine qui est donc à disposition des enfants. Les enfants sont émerveillés parce qu'ils ont évidemment vue directe sur le théâtre de la cuisine. En plus de ça, les parents le sont pour eux parce que ils sont évidemment, ils voient que les enfants peuvent naître des vocations à ce moment-là. Hein. Et puis eux, en plus, les parents sont tranquilles parce qu'ils vont pouvoir manger tranquillement dans la salle de restaurant pendant que nous, on se charge des jeunes en cuisine. Vous faites babysitter en même temps. Alors, il n'y a plus de nappage, c'est fini, hein, le nappage. Ça fait un petit moment que ça a commencé, oui, ça. D'accord. L'influence du Japon. Trop classique. Ah oui, parce que vous avez un restaurant au Japon. Puis ça fait très longtemps que je voyage au Japon. J'ai commencé dans les années 75-80 et je m'en suis jamais remis, en fait. Et depuis, j'ai ouvert un restaurant à de cuisine française. Cuisine française, voilà, avec une équipe formidable là-bas. Et donc, du coup, sans même peut-être m'en apercevoir, au fil des voyages, le Japon et l'esthétique, l'élégance du Japon, tant Marie-Pierre que moi, nous a, on pourrait dire, pénétrés. Et voilà, et c'est pour ça que probablement, aujourd'hui, on a, ou déjà depuis quelques années, on a retiré Elena pour de belles tables en chêne, hein, qui sont vraiment magnifique, en chêne massif. Et après, évidemment, on a un art de la table qui est très simple, hein, une table très épurée. Vous aimez évidemment la décoration, mais dans la décoration, vous aimez l'art contemporain, hein, vous êtes un esthète. Est-ce que vous-même, vous considérez comme un artiste? Je me pose la question, j'ai l'impression d'être un artisan qui parfois, en effet, laisse son esprit aller, vagabonder, libre. Donc, lorsque je fais des trouvailles, je me dis, tiens, peut-être qu'il y a quelque chose qui est assez parallèle, en effet, aux arts plastiques. En tout cas, il y a une notion d'auteur, c'est-à-dire d'inédit et d'écriture personnelle dans mon travail. Et vous rendez hommage à Matisse, hein, parce qu'il y a un bouillon de Saint-Jacques Matisse, il y a un coquille Saint-Jacques Pierre Boulez aussi. Oui, hein. oui, alors ça c'est un vieux plat, le Pierre Boulez. Il y a des truffes aussi. Le lait Fontana. Le lait Fontana, voilà, qui a déjà quelques années, qui est, on pourrait dire, maladroitement et un peu par hasard est né. Et au moment où je l'ai fait, j'ai pensé à Fontana. C'est pas pour faire du Fontana, c'est parce que réellement, j'ai cassé. Et puis après, on pourrait dire de cette ouverture sous mes yeux, est né en effet un clin d'œil à Fontana. J'ai aussi un petit truc, une petite gelée de pamplemousse comme ça, aux châtaignes, qui m'a fait penser à Rothko. Mais c'est jamais pour faire comme. C'est souvent des choses qui se présentent à moi et qui, par hasard, comme par hasard, mais me font penser au travail d'un artiste, parce que j'ai cette passion parallèle, en effet, pour les arts plastiques. Il y a une grande concurrence entre les chefs. Écoutez, pas trop, je ne le vois pas comme ça. Ah ouais. Parce que même quand on est à proximité, c'est comme si on était un point, une destination à atteindre. Donc, je pense que c'est préférable à l'isolement. Nous, en Rhône-Alpes, dans un rayon de 1 heure autour de Lyon, en effet, on est plusieurs grandes tables. Je pense que c'est un atout. Vous, pas une concurrence, vous c'est un soutenez. atout. Oui, vous êtes on s'apprécie et après, on devient une vraie destination, en effet, pour l'étranger qui vient en France et qui va constituer un voyage, je veux dire, ou Lyon, ou Rhône-Alpes, Auvergne. Je vais peut-être y passer plusieurs jours, parce que là, il y a des cuisiniers qui m'intéressent. Alors, il y en a un en Bretagne, à Cancale, qui s'appelle Olivier Rollinger.
que j'adore. Ça, on le savait. Et puis, il y a une personne qui vous connaît bien, qui est journaliste gastronomique au Figaro, c'est Colette Monsat. Et tous les deux, ils ont accepté de croiser leur regard sur vous, Michel Troisgros. Aïe. Michel, il rentre là dans la salle, on rigole, parce qu'il est... C'est un sourire, Michel. C'est quelqu'un de jovial, mais qui peut avoir des angoisses de cuisinier, qui veut créer. C'est un perfectionniste fou. Il n'est jamais complètement sûr d'un plat, il l'essaye 10 000 fois. C'est l'amertume qui caractérise sa cuisine, qui est pour moi la saveur la plus intelligente. C'est à la fois une cuisine simple, accessible et savoureuse. C'est en même temps une cuisine qui pourrait être un peu intellectuelle parce qu'elle fait référence à l'art, elle fait référence à la musique. Michel a un sens de l'épure, de l'esthétique. Et retranspose ses émotions picturales dans sa cuisine. Oui, j'aimerais avoir son œil. Il se remet en question. Tout le temps, avec un bon petit caractère. Ah, mets une truc au milieu. Ah ouais, il peut être cash, ouais. Franchement, c'est du travail de sagouin, ça, regarde. Arrive un peu mon ourson, là, et puis, mais par contre, faut quand même pas le chercher, Michel. Quand on discute avec Michel Troisgros, il faut savoir qu'on parle aussi à sa femme et on parle aussi à ses enfants. Michel, il n'existe pas. Il existe Marie-Pierre et Michel. Et c'est souvent Marie-Pierre qui, dans la cuisine, fait des choses délicieuses que lui réinterprète dans la cuisine. Sa femme sera le chef sans qu'on le sache. Ça, c'est fort. Mais j'ai aucune info là-dessus. Il a un bon coup de fourchette. Ouf! C'est un jouisseur de la vie, il est rabelaisien. Rabelaisien, oui, mais pas dans la débauche de plats, pas dans les proportions. C'est quelque chose quand même de beaucoup plus raffiné et de beaucoup plus sophistiqué, je dirais. Mais il est gourmand. Mais gourmand de la vie. On lui dit, oh, il faut qu'on aille faire du vélo, il faut qu'on aille faire du sport, tout ça, parce que les mecs... C'est sportif? S'il était sportif, ça se verrait. Hein. Qu'est-ce que vous savez de lui et qu'on serait très surpris d'apprendre? Il y a une chose qu'il ne sait pas très bien faire, que je trouve navrant, et j'essaye depuis des années, qu'il ne sait toujours pas très bien faire, c'est ouvrir des huîtres. Mais comment se fait-il que vous ne sachiez pas ouvrir les huîtres? Non, mais il est très exigeant avec moi, Olivier Rollinger. Regardez. Ah. Non. Je sais qu'il va regarder l'émission, qu'il est en train de regarder l'émission et il attend. Donc il faut que j'y aille? Oui, s'il vous plaît. Déjà, il va critiquer les huîtres parce que c'est des creuses. Alors, il n'aime que les plates. Oui, bah, évidemment, à Cancale. Il y a des creuses à Cancale. Là, ce sont des marraines en ça. plus. Ok, j'ai déjà... Ok. Vous blessez pas, hein, s'il vous plaît. Non, me blesser, non. Voilà. Alors, quelle est l'astuce? Celles-là, elles sont faciles à ouvrir. Donc, Olivier... voilà, ils m'ont rendu le travail assez facile, là, parce qu'en effet, les creuses, elles sont faciles à ouvrir. Mais les plates, ça, c'est une autre chose, les plates. Là, vous prenez quoi sur le côté, là? C'est ça, hein? Je la prends sur le côté, alors... Oui, parce que c'est là là qu'est le muscle, là, vous voyez? C'est ça. Là qu'est le muscle. Donc, dès qu'il est touché, tac, le chapeau, voilà. Alors, vous voyez que Olivier, il me sous-estime. Ben oui, vous le faites très facilement. Il me sous-estime sur les creuses. Mais il a raison sur les plates. Les plates, c'est... Je sais pas, c'est intordable. Il a un coup, lui. Mais enfin, il est né dans les parcs à huîtres. C'est sous son nez. Alors, ça, c'est pas faux, oui. Ça, c'était pour les huîtres. Il y a des huîtres dans votre carte? Non. Oui, il y a des huîtres. Il y a des huîtres. Est-ce qu'il y a du foie gras? Pas en ce moment, non. En ce moment, c'est un peu difficile. Mais sinon, en période des fêtes, notamment, il y a du foie gras. Alors là, pourquoi j'ai du foie gras? Parce que j'ai un producteur local qui s'appelle Alain Gontard et qui fait un foie gras d'un cavage très court, uniquement de 10 jours, avec des céréales, une sélection de céréales formidable. Vous prêtez attention à la maltraitance des animaux? Oui, bien sûr, évidemment. On aime les foie animaux. gras. C'est pas parce qu'on est cuisinier qu'on n'y prête pas attention. C'est pas parce qu'on cuisine, en effet, des éléments qui sont issus du monde animal qu'on n'a pas de respect. Est-ce que vous en avez toujours eu conscience? Est-ce que c'est pas le mouvement actuel aussi qui vous aide à prendre conscience? C'est plutôt la maturité et l'expérience et le temps qui nous amènent à avoir un respect, d'ailleurs, de tous les aliments, pas seulement de l'animal, hein, mais même, je dirais, d'une racine ou d'un végétal. Je pense que tout élément qui est dans la main du cuisinier mérite le plus grand respect. Que pensez-vous, Michel Troisgros, vous, de la mode sans gluten, sans lactose?
Pour certaines personnes, je pense que c'est pas une mode. Pour d'autres, c'est inventé. Donc, dans ce cas-là, ça met le cuisinier et la brigade totalement dans le jus. Ah ouais. Parce que quand c'est pas annoncé à l'avance et que nous sommes en plein coup de feu, eh ben, ça peut en effet troubler, on pourrait dire, la cadence et l'harmonie d'une équipe. Enfin, on y arrive maintenant, on est Vous habitué. avez un menu végétarien, par exemple? Non, mais on le fait volontiers. Sur Oui. demande. On le fait volontiers, puis on le fait même sur demande ou pas, sur la demande parfois instantanée du moment. Oui, oui, bien sûr, on s'adapte. On a des plats 100% végétales qui ne sont pas forcément sur la carte. Il y en a sur la carte, les asperges par exemple en ce moment. Mais on s'adapte quand une personne nous le demande. Nous sommes en pleine campagne présidentielle. Qu'est-ce que vous aimeriez entendre de la part des candidats sur votre métier? Ben, j'aimerais déjà que... Bon, ça, j'étais très touché, d'ailleurs, Olivier est très investi et très militant dans le rapprochement Bayer-Monsanto. Et il se pose... De laboratoire. Comme nous, du laboratoire, oui. Et qui a, on va dire, enfin, ils ne sont pas les seuls, mais la main mise sur les semences, alors qu'il existe des semences dans chacune de nos régions qui sont parfois conservées, mais vraiment très peu conservées, et d'autres fois déjà oubliées. Mon fils César a entrepris d'aider à la multiplication d'une fève qui s'appelle la fève d'Auvergne, qui va disparaître si on ne s'en occupe pas. Et je pense que c'est une de nos préoccupations de faire que ces semences-là soient légales. Elles ne soient pas illégales par la faute, en effet, des grands semenciers. Donc vous dénoncez ce Je monopole. le dénonce et je pense que voilà, nos politiques devraient, en effet, regarder ça de plus près. Je voudrais vous offrir un cadeau. Avoir un artiste accompagné de ses musiciens en live, en direct, c'est un réel cadeau. C'est Alban de la Simone qui est venu, qui est présent sur le plateau, accompagné d'un violon, d'un violoncelle et d'une guitare. Olive Perrusson, Chloé Giraudon et François Lasserre, ils sont tous les quatre présents. Ils vont nous interpréter un titre de ce nouvel album, Le Grand Amour. Et ensuite, il va venir nous rejoindre parce qu'on a beaucoup de questions à lui poser. Elle vivait dans la forêt, un cabanon, comme elle disait, elle dormait quand elle voulait. Ne travaillait jamais. Paréo noué dans le dos, des fruits, des fleurs et des oiseaux, le goût du sel sur la peau. Elle était belle, j'étais beau. Sous un baldaquin de tulle, une bougie, le clair de lune, nos deux corps dans une bulle, le cœur et la fortune. On ne parlait pas d'amour. L'amour, c'est quoi? On ne parlait jamais d'amour, le grand amour. Ça n'existait pas. Elle fumait, je l'embrassais, je cuisinais, elle m'enlaçait, elle dansait, je chantais en anglais, en javanais. Nu sous mon tablier, je revivais, abandonné sous les baisers parfumés. On ne parlait pas d'amour. L'amour, c'est quoi? On ne parlait jamais d'amour. Le grand amour, ça n'existait pas. C'était l'amour, je m'y connais,
jusqu'à ce jour de fin juillet. Elle souriait, mais je devinais, le vent avait tourné. Affolé par l'épouvantail de quelle erreur monumentale. L'amour, le vrai, le beau, s'était barré au galop. Bravo. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre. Albin, venez nous rejoindre. Je vous présente Michel Troisgros, Albin de la Simone. Albin, c'est une chanson qu'on va garder en tête toute la journée. Vous êtes d'accord, Michel? J'en suis absolument désolé. Non, ça prouve effectivement qu'elle est vraiment marquante. C'est votre père qui faisait du jazz. Oui, mon père était clarinettiste. Ouais. Vous, au début, vous avez fait du jazz aussi. J'ai fait du jazz, mais lui jouait du jazz traditionnel. Moi, j'ai joué du jazz contemporain pour l'emmerder un petit peu. C'est ça, oui. Voilà. Pour être un peu en contradiction avec lui. Voilà. Un adolescent, vous parliez de l'adolescence tout à l'heure. Moi, j'ai eu une adolescence en opposition plus. C'est un album élégant, c'est très touchant, c'est très intime aussi. Hein. Vous dites que vos textes, en fait, vous ne pouvez les écrire que loin. Que loin de mon quotidien, de mon quotidien avec tout ce qui comporte de choses à faire tout le temps. Donc j'ai besoin de m'isoler. De rupture. Oui, de rupture pour avoir accès à comme si, je me dis souvent que l'inspiration, c'est une espèce de bête qui est tapie au fond de moi et que, en fait, si je suis dans mon univers personnel, quand elle montre le bout de son nez, il y a un coup de fil et tout de suite elle repart. J'ai vraiment besoin de lui laisser le temps de sortir. Ouais. À vous qui parlez tant d'amour, notamment avec cette chanson, hein, qui est bon. Alors évidemment, ça se termine pas très très bien. Et l'amour, en fait, et c'est né en fait votre musique d'un fantasme pour un piano. Alors ça, c'est la. Oui, j'aime bien le mot fantasme pour un piano. Ça, c'est la manière dont j'ai organisé l'enregistrement de ce disque. J'ai voulu trouver le piano idéal. C'est vrai qu'il y a eu toute une espèce de quête du piano idéal. J'avais déjà écrit mes chansons à ce moment-là. Les chansons étaient déjà là. Et il fallait trouver ce son, un son doux que j'ai cherché partout. J'ai essayé 50 pianos peut-être. Je ne cherchais pas un bon piano, je cherchais le piano que j'avais en tête. Et c'était un piano droit? C'était un piano droit, tout simple, dans lequel je mets des couvertures pour en assourdir le son. Et c'est le piano qui allait bien avec ma voix aussi, en fait. C'est le piano qui donne une chance à ma voix aussi d'être plus belle qu'elle ne l'est, peut-être un peu. En tout cas, c'est le... Vous l'aimez pas, votre voix? Alors, je voulais pas dire ça, mais je trouve que chaque voix a besoin de son alter ego. Chaque voix n'a pas besoin du même instrument. Et ma voix a besoin d'un certain type de piano, je trouve. Est-ce que vos textes, qui sont très, très ciselés, ils peuvent être très résistants? Ça peut prendre du temps avant de les accoucher? Oui, j'ai l'écriture assez compliquée, ouais, effectivement. Après, c'est ma cuisine, j'utilise ce mot-là, mais c'est vraiment, à la limite, peu importe. Mais c'est vrai que, puisque ce que moi je lance à la fin, c'est un disque qui est terminé, on se moque de savoir que j'ai jeté 250 carnets avec des brouillons de mes chansons. C'est le cas? Mais c'est le cas, voilà. Ouais. Michel? Oui, je rebondis. Ça rejoint d'abord piano, cuisine. Oui, c'est vrai. Ça rejoint dans le processus imaginaire, en fait. C'est se jeter dans le rien, quoi. À la fois, il y a une attirance très forte avec un point à atteindre qui n'existe pas, mais dont on a envie au plus profond de soi-même. Et écrire un texte et une mélodie, c'est pas la même activité que la cuisine, mais le processus pour y arriver est un peu le même. C'est très intime. Oui. Tout à l'heure, vous parliez d'écrire sur une page blanche, et puis après, vous mettez en forme.
Après, c'est Ouais. rendre ça réel. Voilà. Et nous, c'est exactement la même Voilà, chose. En fait. on écrit, on gomme, on revient, on rajoute une ligne, et puis ça va. On cherche en soi la combinaison qui va bien marcher. Moi, c'est des mots ou des ingrédients, mais je crois qu'il y a vraiment des liens. Et la mélodie chez vous, Ouais. ce sont les goûts chez nous. Et les goûts Ouais, qui, ouais. après, voilà, nous, on est des spécialistes du palais, et vous l'êtes d'une certaine façon de l'oreille. Alba, vous avez travaillé vraiment avec les grands. Alors, je vais les citer, hein, Jean-Louis Aubert, il y a Angélique Kidjo, il y a Salif Keïta, qui dire encore Louis Chédid, évidemment, pour le Soldat Rose. Il y a eu Alain Chamfort, Adamo, Arthur H, etc. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui vous a le plus marqué, c'est-à-dire qui vous a peut-être donné même la force, de l'énergie, l'envie de continuer? Ouais, il y a deux personnes, deux chanteurs français qui ont été vraiment très importants. Il y a Alain Souchon, que j'ai accompagné il y a 15 ans et qui m'a vraiment encouragé à aller plus loin en me disant « ça ressemble à personne ce que tu fais » et c'est une qualité, donc je l'ai pris comme ça. Et puis Vanessa Paradis, avec laquelle j'ai beaucoup travaillé et qui m'a beaucoup encouragé aussi et qui, dans la manière aussi dont j'ai travaillé avec elle, qui m'a fait comprendre beaucoup de choses sur moi aussi. Quoi? Et qui, elle m'a montré à moi-même plus beau que je ne le croyais. Enfin, je sais pas, elle m'a fait des compliments et des encouragements qui m'ont un petit peu amélioré, qui ont un petit peu amélioré l'image que je me faisais de moi et qui m'ont permis de continuer. Est-ce que vous sous-estimiez? J'avais un rapport compliqué à moi-même, disons. Mais je l'ai toujours. Enfin, je sais pas si c'est pas normal d'avoir un rapport compliqué à soi-même, mais Vanessa m'a vraiment poussé à ça. Et puis aussi, grâce à elle, j'ai découvert parce qu'elle m'a commandé une version acoustique de ses chansons. Et on a fait une grande tournée comme ça avec un orchestre acoustique, avec des cordes et tout. Et elle m'a fait découvrir aussi ce grand plaisir de jouer autour de la voix, de placer la voix au centre et après de mettre les instruments de manière à ce que si le courant se coupe, on a quand même le même son, juste moins fort. Mais on part d'un équilibre acoustique qui est juste, qui n'est pas une batterie qui joue très fort derrière et la voix qui chante tout doucement. On est un truc qui fonctionne quoi qu'il arrive. Et ça, je l'ai découvert avec elle et je l'applique, je l'ai fait. On l'a beaucoup travaillé avec Miosek aussi après, puis je me l'applique à moi-même maintenant. Et elle prête sa voix très peu, mais Très tout de peu. même, Ouais, on ouais, l'entend. c'est symbolique. Mais Oui, sur le dernier titre, Ado, on entend sa voix. Et alors, c'est amusant parce que c'est sur un répondeur téléphonique. C'est sur mon répondeur, oui. Je lui ai envoyé un SMS en lui disant « Est-ce que tu serais Elle partante était à Los pour- Angeles? Elle était à Los Angeles, moi j'étais chez moi, c'était un soir. Et je lui ai dit « Est-ce que tu peux me laisser un message disant grosso modo ceci et cela Ouais. Moi je le colle dans une chanson, je te l'envoie, si ça te plaît on garde, si ça te plaît pas on jette. » Donc elle me dit « Ok, décroche pas », je vois mon téléphone qui sonne, Vanessa, je décroche pas, et après j'écoute le message. Et je l'ai gardé, d'ailleurs je l'ai encore, mais c'était vraiment exactement ce que j'imaginais. Je l'ai tout de suite collé dans la musique, je lui ai envoyé, elle a dit super, génial, on fait quoi demain matin? Enfin, elle avait envie qu'on continue, mais c'est vrai que c'est le genre de miracle, en 3 secondes, on peut vivre un truc assez fort qui après est très marquant pour moi. Pour moi, c'est dans ma chanson, ça termine le disque même. Avec une pochette qui est illustrée par Sophie Calle, Une grande artiste. qui est une amie aussi. Oui, qui est une amie aussi. Et Vous êtes entourée de beaucoup de femmes. Hein. C'est vrai. Mm. Mais de beaucoup de femmes formidables en plus. Ouais. Sophie Calle, c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup, comme personne et comme artiste aussi. Vous serez au Printemps de Bourges le 22 avril. Vous serez aussi à l'Européen à Paris. Alors, il y a 3 dates, le 3 avril, le 3 mai, le 3 juin. Vous n'aimez que les 3, oui. Bah, c'est très pratique à retenir. Oui, c'est sûr. Et du 11 au 15 décembre, au Café de la Danse, Ouais. également à Paris. Merci Et en beaucoup. tournée tout le hein. temps. Bah, bien sûr, ça, avec vos musiciens, bien évidemment. Exactement. Bien sûr. D'où À ça Roanne, vient j'espère. Non, à Ouche. J'espère bien faire un petit crochet un jour. bonne ouais. idée, tiens. C'est un grand rêve. D'où vient votre patronyme? Alors mon nom vient mon nom est mon vrai nom, Ouais. et ça vient d'une toute petite rivière qui je crois maintenant est un peu sèche, qui s'appelle la Simone, qui est à côté de Vervins, dans l'Aisne. C'est un D'accord. patelin, hein, je pense, mais j'ai vu ça quand j'étais petit, j'y suis allé une fois. C'est la Simone. C'est un beau patronyme, Albin de la Simone. Un grand merci d'être passé sur le plateau de Café. Merci beaucoup. C'était joyeux. Je vous emmène nos 2 ados. On y va? On y va. 2 ados avec vous, Michel Troisgros, et des réponses du tac au tac. Une mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser? Peut-être que je parle trop fort. Le compliment que vous détestez qu'on vous fasse? C'est bon.
Voilà, c'est bon. C'est banal, c'est bon. C'est pas que je déteste, mais peut-être que c'est un vocabulaire un petit peu pauvre. Oui. Votre principale addiction? Qu'est-ce que j'aime en particulier? La tomate. La chose inavouable que vous faites en cuisine? Je goûte avec mes doigts. En quoi êtes-vous complètement toqué? L'acidité. Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas vous préparer à dîner quand on vous invite chez soi? Une recette de grand chef. La critique qui vous a le plus blessé? Waouh, de ne pas être au niveau de mon père. Quelle personnalité vous rêveriez d'avoir à votre table? C'est trop tard pour dire Chuck Berry. Dommage. Mais c'était un drôle de personnage, hein. Quand même. Votre geste, Michel, le moins écolo? Rouler avec une voiture pour venir au travail. Un plat que vous détestez? J'aime pas la négligence. J'ai pas un plat en particulier que j'aime pas. J'aime pas les pâtes lorsqu'elles sont trop cuites. Est-ce que vous avez déjà pensé au suicide? Jamais. La maladie que vous redoutez le plus? Perdre le goût. La dernière fois que vous avez pleuré? Tout à l'heure, en voyant mes enfants en reportage. Et la chanson qui vous rend joyeux? Sarà perché ti amo. Chanson italienne qui est, voilà, qui, je sais pas, qui est pétillante, florale, qui sent le printemps. Et qui est la bande originale de L'Effronté, le film de Claude Miller. Allez, on y retourne au salon avec elle. C'est vrai que c'est joyeux, ça. Et c'est une chanson d'amour encore, n'est-ce pas? Vous parlez italien? Je parle le fourlan, parce que ma grand-mère et ma mère avaient ce dialecte du Frioul. Ils étaient tous les deux natifs d'un village à côté de Udine. Et voilà, donc à la maison, j'ai l'oreille et j'ai les propos au fourlan. C'est pas très joli d'ailleurs le fourlan, parce qu'il y a un peu d'autrichien dedans. Vous pourriez nous dire 3 mots? En fourlan? Je peux vous chanter si vous voulez. Oui, s'il vous plaît. Carabiandina, capricciosa, garibaldina, trullala. Tu sei la stella, tu sei la stella. Carabiandina, capricciosa, garibaldina, trullala. Tu sei la stella de noi soldats. Alors, c'est des chansons patriotiques. Hein. Parce que là-bas, c'était des patriotes. Hein. Ils défendaient leur terre. Merci beaucoup, Michel. Merci. Un grand plaisir. Oui. Je voulais aussi remercier l'artiste qui expose sur le plateau de Théo Café, c'est Jean Soyer. Il a une rétrospective jusqu'au 28 mai à Sannois, dans le Val d'Oise, place du Général Leclerc, au musée Utrillo-Valadon. Il fait partie de la famille des peintres de l'abstraction lyrique, une œuvre dynamique, comme ça, pleine d'énergie, de mouvement aussi, qui bouge, tel un tourbillon de vent. C'est ainsi qu'il décrit sa peinture, Jean Soyer. La semaine prochaine, nous serons en compagnie de Jane Birkin. Puis le lendemain, dimanche, on sera en compagnie du journaliste Olivier Gisbert. Il nous parlera aussi évidemment de l'écriture, puisqu'il vient de sortir un nouveau roman. Et le chanteur Christophe, qui sera aussi sur ce plateau. Alors vraiment, ne ratez pas le week-end prochain. Très belle programmation pour Théo Café. Portez-vous bien, vous dites bonjour à tout le monde, à Marie-Pierre évidemment, à vos fils. Plaisir, merci. Voilà. Et puis on vous souhaite plein de choses. Allez, je le dis. Ouais, merci. Ça commence par un M, d'accord? Portez-vous bien vraiment. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Passez une très bonne semaine. L'émission elle est rediffusée. Vous pouvez la revoir sur plus.fr, sur notre site Théo Café, et puis aussi sur notre chaîne YouTube. On fait un petit selfie, vous en êtes d'accord? Ah oui, allez, on y va. Et on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle émission, un nouveau Théo Café. Au revoir. Merci à vous.